Il est 15h26, vous êtes bien devant LCI Direct. L'affaire Epstein provoque désormais une déflagration mondiale. Les milliers de documents judiciaires rendus publics vendredi ont révélé de nouveaux secrets qui entachent personnalités, têtes couronnées, anciens et actuels dirigeants à travers la planète. Un poison lent pour l'administration Trump qui aimerait bien tourner la page. Je pense qu'il est vraiment temps que le pays passe à autre chose. Franchement, maintenant qu'il n'est rien ressorti à mon sujet, sinon que c'est un complot contre moi, littéralement de la part de Jeffrey Epstein et d'autres personnes, mais je pense qu'il est temps pour le pays de passer peut-être à autre chose. Donald Trump veut passer à autre chose, Grégory. Mais c'est un feuilleton alimenté chaque semaine par de nouvelles révélations qui empoisonnent sa présidence. Oui, encore récemment, 3 millions de documents qui viennent d'être publiés, que les médias américains ont évidemment décortiqués, épluchés. Et Trump est un peu pris à son propre jeu. Parce que c'est lui qui a demandé la déclassification de ce dossier Epstein avant sa réélection. C'est lui qui visait les élites démocrates des côtes Est et Ouest en disant « ils ont trempé dans ce scandale sexuel, on va tout vous révéler » avant de faire marche arrière. Au risque d'ailleurs, c'est ça le plus paradoxal dans cette affaire, de se couper d'une partie de sa base électorale, de sa base MAGA, qui lui en veut beaucoup de ne pas publier l'intégralité des documents. Donc là, on a 3 millions de documents révélés encore. Honnêtement, je crois que sur toutes les casseroles que Trump a eues au long de sa carrière politique, c'est la plus grave, la plus importante, celle qui peut-être lui coûtera quelque chose sur le plan politique. On aura une première réponse pendant les élections de mi-mandat. Trump, avant sa première élection, avait l'habitude de dire « Vous savez, mes électeurs me pardonnent tout, je pourrais aller sur la 5e avenue à New York avec un flingue et ouvrir le feu sur les gens, on me le pardonnerait ». Là, l'affaire Epstein, on voit bien que dans certains camps ultra-conservateurs MAGA, ça ne passe pas. Alors, le nom de Trump est cité des centaines, des milliers de fois, notamment dans les nouveaux documents, mais sans que ça puisse être validé. Il n'y a pas eu de poursuite judiciaire, etc. Et c'est pas parce que vous êtes cité dans le rapport Epstein que vous êtes forcément que vous avez commis des délits ou des crimes, mais il est dans le dossier Epstein. Ça, c'est une certitude, et c'est pour ça que je dis qu'il est pris un peu à son propre piège. Alors, parmi les secrets révélés par la publication de ces nouveaux documents judiciaires, les liens inattendus du milliardaire prédateur sexuel avec la Russie. Sylvia, racontez-nous. Alors dans ces documents, effectivement, publiés vendredi, il y a beaucoup de noms qui sont cités, et notamment celui de Vladimir Poutine. Son nom est mentionné plus d'1 millier de fois, et Moscou est cité plus de 9000 fois. On apprend que Jeffrey Epstein a sans cesse effectué des démarches pour établir des contacts avec la Russie et le président Poutine, des échanges qui se sont étalés entre 2010 et 2018, soit un an avant sa mort en détention. Des documents qui ne montrent pas qu'une rencontre a eu lieu, mais à 2 reprises au moins, en 2011 et 2014, des échanges évoquent des rendez-vous intéressants. Marie-Aline, en 2018, Vladimir Poutine et Donald Trump doivent se rencontrer à Helsinki. Dans un message envoyé à un intermédiaire norvégien, qui est alors secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui a des liens directs avec le Kremlin, Epstein affirme pouvoir s'entretenir avec Sergei Lavrov afin de lui donner une idée quant à la manière de traiter Donald Trump. Le financier, un prédateur sexuel, a des ancrages à l'Est. Ses appâts viennent souvent de Russie ou d'Europe de l'Est, et on sait que la Russie cultive l'art du compromat, c'est-à-dire surprendre une cible dans une situation délicate pour ensuite obtenir quelque chose d'elle. Dans ces documents, on trouve par exemple un échange d'Epstein qui propose une femme de 26 ans, on va le voir, au prince Andrew, surnommé The Duke. Dans cet échange, une femme intelligente, belle, digne de confiance et russe. La question qui se pose, elle est la suivante, et si Epstein était au centre d'un système d'influence où ces femmes auraient servi de levier de pression ou de chantage? Sylvia, on apprend également aujourd'hui que la Pologne va ouvrir une enquête. Oui, effectivement, la Pologne sur les liens possibles entre Epstein et la Russie, et plus précisément ses liens avec les renseignements russes et leurs conséquences pour le pays. On va écouter le Premier ministre polonais. Un nombre croissant de commentateurs et d'experts suppose qu'il est très probable que ce scandale pédophile ait été une opération préméditée du KGB russe. Ce que l'on appelle un piège, un appât sucré,
un piège tendu aux élites du monde occidental, principalement aux États-Unis. Voilà, Donald Tusk qui appelle d'autres pays à faire de même. La conséquence de tout cela, c'est évidemment les informations compromettantes sur des dirigeants encore en activité aujourd'hui. Alors, les documents publiés vendredi ne vont pas permettre de lever tous les mystères, mais les Russes n'hésitent pas à en jouer. Pas plus tard qu'en décembre, par exemple, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait déclaré sur Telegram que l'affaire Epstein démontrait l'hypocrisie des élites occidentales. Merci beaucoup Sylvia pour ces informations édifiantes. Grégory, la piste russe est donc invitée dans la tentaculaire affaire Epstein, ce qui montre à quel point le milliardaire était puissant et avait un pouvoir de nuisance. Alors la piste du chantage n'est pas confirmée, mais elle est plausible. Non mais le réseau est tentaculaire. C'est ça qu'on découvre au fil des mois. C'est-à-dire qu'il a des contacts, des influences aux États-Unis, évidemment, avec les démocrates comme les républicains, avec le showbiz, avec Hollywood, avec les milliardaires de la côte Est. Mais il a aussi des contacts avec des dirigeants européens. Il y a eu un scandale en Slovaquie, là, il y a quelques jours, où un membre de la direction du gouvernement a dû démissionner. Des contacts en Europe, des contacts jusqu'en Russie. C'était une véritable toile d'araignée avec sur fond de scandales sexuels et de livraison de jeunes femmes, parfois de très jeunes filles. Donc effectivement, la question de ces liens avec la Russie peut se poser. Vous savez, il y a une femme qui sait tout. C'est Ghislaine Maxwell. Oui. L'ancienne associée amoureuse d'Epstein, je ne sais pas comment il faut la qualifier. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. Elle est en prison en ce moment au Texas. Elle est censée comparaître en début de semaine prochaine devant le Congrès à Washington. Cette femme, c'est tout. C'est elle qui organisait les rendez-vous, les contacts, le courrier électronique de Epstein. Elle sera auditionnée, je crois, lundi ou mardi prochain. Elle a prévu de garder le silence. Mais il y a une femme qui sait tout sur cette affaire, c'est elle. Martine Gosselin. Écoutez, la filière russe, pour moi, c'est l'un des aspects les plus fascinants du dossier Epstein. Sans doute parce que, d'abord, c'est digne de ces séries qui ont fait nos beaux soirs, Homeland, etc., où on voyait très bien les réseaux en train de s'attaquer à la présidence et à la Constitution américaine et à tout ce que symbolisait l'Occident. Bon, alors une chose, et ensuite ça nous remet dans l'atmosphère des ramifications russes qui sont absolument partout. Et là, on voit bien que c'est pas du délire, c'est pas du délire partout. Et on voit bien que même pour revenir au dossier dont nous parlions tout à l'heure et qui nous obsède, c'est-à-dire l'Iran. On voit bien que l'Ukraine, qui est plongée dans la douleur de l'hiver, dans le froid et le gel, elle est frappée par les Russes avec des drones fabriqués en Iran, des drones Shahid. Donc, c'est cette espèce d'omniprésence des réseaux russes, que ce soit au Moyen-Orient embrasé, ou bien encore dans l'infiltration possible de nos démocraties occidentales, qui est l'un des aspects les plus fascinants de la pyramide Epstein. Et vous avez raison, Martine, ces échanges entre le milliardaire Epstein et la Russie s'étalent, comme vous l'avez dit Sylvia, entre 2010 et 2018 et se poursuivent jusqu'à un an avant sa mort en détention. Sébastien Ambis, on ne sait pas quels étaient les liens, quels étaient les liens précis entre Epstein et le Kremlin, mais potentiellement, quand la porte-parole de la diplomatie russe nous dit que cette affaire démontre l'hypocrisie des élites occidentales, peut-être qu'il y a des informations compromettantes détenues par les Russes. Oui, et si on fait en synthèse les 20 dernières années, entre ce qui vient d'être dit par Grégory et Martine, finalement, d'un côté, on a quelque chose de tentaculaire qui ressemble un peu à une organisation criminelle, n'ayons pas peur des mots, c'est-à-dire structurée, pensée, planifié, avec des ramifications dans différents pays, et de l'autre, un pays pourvoyeur terrible dans ce domaine. Et ça fait partie des stratégies de guerre hybride que la Russie a su développer dans le monde pour affaiblir ou au contraire faire chanter
des dirigeants d'entreprises, des dirigeants politiques, et faire en sorte qu'il y ait peut-être une complicité vis-à-vis du régime de Moscou, parce qu'ils détiennent des secrets à caractère personnel, des secrets qu'on ne veut pas mettre sur la table. Et donc on voit bien que cette affaire, au-delà de l'ensemble des détails abominables qu'on découvre semaine après semaine, on voit bien que ces organisations criminelles sur le terrain humain, de la traite humaine, parce que c'est de ça dont on parle. Arrêtons de tourner autour du pot. On est dans une traite humaine du XXIe siècle. La Russie participe visiblement à ce jeu. Epstein, visiblement, contrôlait un réseau mondial, Grégory l'a dit, qui, en fait, débordait au-delà du cadre états-unien et allait toucher à la fois des élites et allait toucher, en fait, des personnes qu'on pouvait un peu faire chanter sur ce registre, ce que la Russie adore faire par ailleurs. Et donc, s'il y a collusion entre les deux, c'est sûr que là, pour Donald Trump, ça fait une charge quand même assez lourde. Et les élections de mi-mandat à l'automne, je ne sais pas si ce sera le dossier principal. Il y aura évidemment d'autres sujets parce que l'économie américaine ne va pas très bien. Mais Donald Trump, en fait, c'est une arme de distraction massive. Donc quand il dit « passons à autre chose dans le pays », en fait, ça montre bien qu'il est terriblement embarrassé par ce sujet. Et ce que montrent ces documents, Marie-Hélène, c'est effectivement que Epstein n'a cessé de relancer pour pouvoir rencontrer Vladimir Poutine, notamment dans un échange de mai 2013. Il veut absolument organiser une discussion autour des investissements étrangers, la diversification de l'économie russe. Il essaie aussi d'appâter l'intermédiaire norvégien, ancien Premier ministre de Norvège d'ailleurs, avec des personnalités qui seraient à ses côtés, notamment Bill Gates, qui est cité un certain nombre de fois aussi dans ces documents publiés ce vendredi. Général Chauvency, on ne sait pas si Epstein était un agent du KGB, mais on voit bien qu'il avait des liens troubles et assez importants avec Moscou. Oui, alors je ne sais pas ce qui est le plus important, le fait qu'il y a une absence totale de moralité, ou bien s'il y a un objectif géopolitique. Moi, j'ai surtout l'impression que l'objet géopolitique dont on vient de parler vient après, et que d'abord, c'est plutôt une collusion, une perversion d'un certain nombre de personnes dans le monde, et qui nous pose quand même une question majeure. Si c'est ces gens-là qui doivent nous gouverner, ça expliquerait parfois que d'aucuns n'aient plus envie de les voir au pouvoir, quels qu'ils soient. Et je crois que la notion de moralité, sans vouloir être moraliste, il faut que ça se pose. C'est une question qui se pose. Peut-on accepter que des dirigeants ou des gens proches des dirigeants puissent agir comme ils viennent de le faire, parce que c'est des atteintes à la dignité humaine, ne l'oublions pas. C'est de la criminalité, comme vous l'avez très justement dit. C'est de la criminalité avant de la politique. La politique, moi, pour moi, ne vient qu'après dans cette affaire-là. Nous avons des gens malsains, et il est dommage, même regrettable, que ces gens malsains puissent agir en toute impunité pendant de nombreuses années, avec la couverture des uns ou des autres. Alors peut-être qu'il y a des liens, des compromis dont on a parlé, hein, mais je crois que l'affaire russe ou l'affaire géopolitique vient après, et que c'est plutôt la conséquence d'un système pervers. Et là, le système pervers doit être combattu. Mais les liens entre cette élite new-yorkaise dont a fait partie Donald Trump, dont a fait partie Jeffrey Epstein, et la Russie ont été établis, documentés. Enfin, Trump, dans les années 80, organise des concours de Miss Univers. Alors, on ne parle pas d'activité criminelle, là, mais en tout cas de liens assez forts entre Trump, ses milliardaires, et les oligarques russes, le projet de construire une Trump Tower à Moscou, etc. Donc, il est évident que pendant cette époque-là, années 80, années 90, il y a eu des liens très forts entre cette élite new-yorkaise, dont une partie s'est livrée à des activités absolument malsaines et criminelles, et des oligarques et des hommes très puissants en Russie.